Mesdames et messieurs les membres du jury, Monsieur le Président, très cher contradicteur et très cher public, bonjour. Le ménage à trois évite-t-il de prendre la poussière? C'est une question sujette à de nombreuses controverses, face à laquelle nous sommes confrontés, faisant résonner dans nos cœurs la très célèbre prise de parti normande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous dire que le ménage empêche de prendre la poussière définitivement. La meurt, non, c'est indéniable, forcément. Mon but aujourd'hui, c'est de vous convaincre que oui, le ménage à trois évite de prendre la poussière, qu'il nous évite une mort à petit feu, lorsque l'on s'y plonge, que l'on sombre, que l'on s'enfonce dans une lassitude, une solitude et une fatigue qui accablent de trop nombreuses personnes. Ce ménage à trois agit tel un pansement, un cataplasme qui serait appliqué sur une petite plaie lancinante mais ô combien douloureuse, évitant ainsi à ses protagonistes les méandres d'un pur effondrement moral. Alors, pour ce faire, je vais dans un premier temps parler de la définition polyamoureuse du ménage à trois, pour achever dans un second temps sur la définition brute d'un ménage de 3 personnes vivant ensemble. Le concept de ménage à 3, composé de personnes ayant une relation amoureuse et ou sexuelle, n'est pas récent et n'a pas pris une ride. Jean-Paul Sartre disait « Nous allons réinventer le couple ». En 1929, en effet, il proposait à Simone de Beauvoir, sa compagne depuis un an, un pacte de polyfidélité. Il a ainsi entamé une relation et un ménage à 3 avec une Russe, Olga Kosakiewicz. Et ce, au plus grand jour. Pour quelle raison ont-ils fait cela? Pour quelle raison ont-ils entamé ce ménage à 3? Ce n'était pas simplement pour avoir des relations sexuelles avec cette femme. Non, c'était plus que ça. Sartre expliqua que sa relation avec Simone de Beauvoir était devenue insipide, lassante, prévisible, rangée. Une forme de petit train-train habituel en fait. Une routine qui ne leur plaisait plus. Et cette fameuse Olga est arrivée, telle une poutine devant un être affamé, telle une bouteille de vodka devant un être déprimé, telle une solution. La solution de la démesure, ce petit grain de folie, ce petit peps qui leur permettait de ne plus vivre dans un cadre social imposé et imposant. Cadre social qui est d'ailleurs remis en cause par le marxisme, soutenu par Alexandra Kollontai en 1920, qui considère le principe du couple monogame comme forgé par l'idéologie selon laquelle on doit se marier, avoir une sexualité et un amour pour une même personne. Un principe lié aux religions et qui, dès la fin du XIXe siècle, est toujours plus remis en cause. Un principe qui, lui, prend la poussière. Alors, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ne sont pas les seuls à pratiquer ce ménage à 3. On retrouve également l'exemple de Victor Hugo. Victor Hugo avec sa femme, Adèle Fouché, ainsi que Juliette Drouet, son amante. Le roi Gustave III de Suède également avait engagé un comte pour l'assister dans son mariage avec la reine Sophie, d'où les malheurs de Sophie. Ce concept de ménage à 3 existait donc déjà auparavant, mais perdure toujours aujourd'hui. On parle aujourd'hui de trouble. Alors le trouble, c'est très simple, c'est un couple à 3. Nous sommes dans une perpétuelle évolution, et de plus en plus de concepts sont petit à petit acceptés. Celui du trouble en fait partie. On remarque effectivement qu'un mariage a eu lieu au Brésil en 2012 entre 3 personnes. Un autre trouble a été reconnu et officialisé en 2017, l'année précédente, en Colombie entre 3 hommes. Alors, c'est toujours un concept rare qui est le ménage à 3, le trouble. Un concept qui est en mouvement continu, qui attise les questions, qui soulève les débats. Ce déplacement incessant des notions qui entourent le ménage à 3 en font une pratique qui ne peut prendre la poussière. Elle est en permanence en évolution, car n'étant jamais fixe. Alors, revenons légèrement sur l'histoire de Jean-Paul Sartre, qui est le cliché de ce que vivent de très nombreux couples aujourd'hui. Un manque d'intérêt, causé par une vie commune à deux, laissant un goût amer dans la bouche des deux protagonistes. Vivre en permanence avec une seule personne, un seul visage, une seule pensée, eh bien c'est prendre le risque de s'enlacer.
ce qui conduit forcément à un manque de communication, d'enthousiasme pour les projets, d'envie sexuelle, d'envie d'avancer en fait, d'envie d'avancer à deux. Le principe du trouble, justement, permet d'éviter cette prise de poussière du couple. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la majorité des troubles, en fait, sont des couples à la base et qui ont intégré une troisième personne. X n'a pas envie de vous parler. Très bien. Retournez-vous et parlez avec Y, qui pourra d'ailleurs être un médiateur dans votre enfant. Je n'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. Il pourrait être un médiateur. Un couple qui se transforme en trouble n'a que de nouvelles expériences excitantes à faire. Des liaisons dangereuses au vu du monde. Des choses inédites que nul autre ne leur aura déjà racontées. Et ne parlons d'ailleurs pas de la dimension sexuelle du trouble, car selon l'adage, plus on est de fou, plus on rit. En bref, le principe du ménage à trois est, dans tous les cas, un facteur qui évite de prendre la poussière, que ce soit philosophiquement, dans le cadre d'un couple amélioré, ou enfin tout simplement dans la découverte de nouvelles sensations et de nouveaux sentiments, qui ne sont malheureusement aujourd'hui pas totalement démocratisés. Après avoir balayé, nettoyé et même astiqué la dimension polyamoureuse du ménage à trois, je souhaite m'atteler à vous démontrer que les autres formes de ménage à trois évitent elles aussi de prendre la poussière. Alors quelle est la définition brute d'un ménage? Un ménage, c'est simple, c'est un ensemble de personnes, voire même une seule personne, occupant un logement et contribuant à son fonctionnement. Un ménage peut donc, par exemple, tout simplement être une colocation à trois personnes. Une colocation entre amis, une colocation entre inconnus, une colocation entre frères et sœurs. Mais quelle que soit la catégorie que l'on décide de mettre en avant, on se rend compte qu'elle est bénéfique à un épanouissement moral et social des occupants qui, de par leur nombre, seront moins sujets à un enfermement et un emmurage social. Avec des amis, c'est une pure condensation de tout ce que l'on apprécie chez eux et l'explosion d'une myriade de possibilités. Avec des inconnus, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, ce qui implique l'apprentissage de nouvelles personnalités et un renouvellement continu de sa façon de penser. Entre frères et sœurs, également, on retrouve la possibilité de découvrir de nouvelles pratiques, dont la plus célèbre, que l'on appellera la bolbécaise. Alors, le chiffre 3 n'est pas choisi au hasard. Un ménage seul, c'est un ménage triste, qui prend la poussière. Un ménage à deux, eh bien, c'est un ménage qui semble prodigieux à la base. On a l'impression de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais très rapidement, il s'essouffle. Et il se bloque. Alors qu'un ménage à trois, lui, il empêche toute fermeture, car, comme dit précédemment, il pourra toujours y avoir un médiateur en cas de problème. Alors, je parlais précédemment de la condition de couple qui s'améliorait en ajoutant un individu adulte tierce pour pimenter la relation. Mais il existe une autre forme d'addition au ménage. Cette bombe sortie de nulle part, cette explosion paradoxale de bonheur, de douleur, d'euphorie, de désespoir. Je parle d'un enfant. Alors, non pas celui que vous auriez réussi à attirer dans votre camionnette à la sortie de l'école pour le séquestrer dans un congélateur. Non, 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 du tout. Je parle bien de celui que votre femme a enfanté, tout en espérant qu'il soit bien le vôtre. Raté, il est roux. Cet enfant est un bouleversement pour le ménage, impliquant une quantité incommensurable de nouvelles tâches émergentes. Il faut s'occuper de tout pour cette nouvelle petite merveille. Il faut lui apprendre tout ce que l'on sait, l'emmener à l'école, l'emmener au sport. Il faut s'intéresser à sa vie. Tout est à faire avec un enfant. Et l'on découvre chaque jour de nouvelles choses. Daniel Pénac, un écrivain, disait « Une chambre d'enfant à ranger, c'est une vie à construire. » Et la construction est une forme de renouvellement. On crée de la poussière pour pouvoir mieux la nettoyer derrière. Ce qui n'arrive pas lorsque l'on ne prend pas de risques et qu'on la fait stagner. Alors d'aucuns diraient que cette transformation d'un ménage à deux, de deux, en ménage à trois, implique une fatigue plus importante, et donc une forme de prise de poussière, effectivement. Mais je répondrai que tout parent accepte volontiers cette tâche pour son enfant. Et que le jour où cette progéniture s'en ira du ménage, c'est là que le ménage prendra la poussière. Ce qui me permet de rebondir sur la dernière notion dont je souhaitais aborder, que je souhaitais aborder aujourd'hui. La charge mentale. Connaissez-vous la charge mentale? C'est un concept qui a été théorisé par la sociologue Danielle Kergott.
Il est totalement revenu au goût du jour, d'ailleurs, ces derniers temps, avec la sortie de la bande dessinée d'une certaine Emma, intitulée « Fallait demander ». La charge mentale, très rapidement, c'est le principe de devoir, dans un ménage, continuellement penser à toutes les tâches ménagères, ce qui implique une fatigue incroyable. Et je me suis moi-même retrouvé face à cette situation. Je me souviens de cette époque où je suis allé vivre chez mes grands-parents. Alors, c'était un triste ménage à deux. Ma grand-mère était courbée par le poids de tout le travail de maison qu'elle avait à faire. Elle était sans cesse épuisée, elle s'en plaignait tous les jours, mais continuait inlassablement à s'occuper du linge, à le repasser. Elle préparait à manger, vidait le lave-vaisselle, nettoyait et récurait tous les recoins du logement. Elle pensait à ce qu'il fallait acheter pour les courses et le transmettait à mon grand-père, qui était lui tranquillement installé dans le canapé, selon bien entendu les vieilles traditions de chef de famille. Je me souvenais auparavant d'une grand-mère souriante, épanouie, mais je n'avais plus devant moi que son ombre, absolument recouverte de poussière. Et à mon arrivée dans le ménage, elle a continué, à l'origine, ses terribles habitudes, souhaitant que je reste assis lorsqu'elle préparait à manger, souhaitant faire mon lit, souhaitant prendre mon linge pour le laver. Et j'ai dit non. J'ai dit non à ce système que des années de vie commune ont provoqué chez elle, en refusant de me laisser servir, en prenant moi-même des initiatives pour la soutenir dans ses tâches ménagères. Et là, je l'ai vue renaître. Petit à petit, un sourire se dévoilant sur son visage, déclenchant de nouveaux sujets de conversation que la télé, auparavant toujours allumée, empêchait. Alors, je ne vous dis pas tout cela pour me glorifier. Et justement, je n'en tire aucune gloire, car effectivement, je trouve ça normal. Non, je vous dis cela parce que si ce ménage à deux n'était pas devenu ménage à trois, la prise de poussière n'aurait pas été à petit feu pour ma grand-mère, mais définitive. Alors, sur cette dernière touche d'humour, j'aimerais conclure en vous disant que, quoi que l'on puisse en penser, il est impossible de dire que le ménage à trois n'apporte pas le dynamisme et le renouvellement continu qui vont éviter une prise de poussière lente et néfaste pour ses occupants. Je terminerai avec cette dernière phrase. C'est la poussière du temps qui nous immobilise et qui nous maintient dans un état de stase. Mais elle n'est pas éternelle, alors combattez-la et prenez des risques pour réinventer votre vie et ainsi ne pas sombrer dans la mélancolie. Merci. Cher public et bien sûr cher contradicteur, après une plaidoirie plus que progressiste sur les bienfaits du ménage à trois, j'avais peur de me sentir poussiéreux. En effet, j'avais peur par avance d'être qualifié de conservateur rétrograde et d'être exposé à l'invective parce que, je l'avoue, je n'accorde que peu de crédit à votre thèse. Dans la logique, la question qui nous réunit aujourd'hui est la suivante. Le ménage à trois évite-t-il de prendre la poussière? Dans une logique économique, celle du Fordisme, il est vrai que plus on divise le travail, mieux il est fait. Selon mon contradicteur, il faudrait d'ailleurs être trois pour mieux faire le ménage et ainsi éliminer la poussière. Cependant, la théorie économique doit ici perdre tout son sens. En effet, vous avez raison. Plus on est de fous, plus on rit. Mais plus on est de fous, plus on salit. D'ailleurs, les plus grands auteurs ont écrit à ce sujet. Robbie Reventa, Philippe Dyson ou encore notre ancien professeur de droit, Antoine Swiffer. Chasser la poussière, elle revient en galop. Mais, trêve de plaisanterie. Je me dois ici de défendre ma croyance face à votre hérésie. Le ménage à trois n'évite en rien de prendre la poussière. En réalité, il est toujours nécessaire de combattre, de vous combattre par les mots, pour éviter que soit ici sacrifiée la beauté de l'amour à deux. Je prendrai pour le contraire du ménage à trois, celui du ménage à deux, et je m'efforcerai d'abord donc de vous démontrer que le ménage à trois est une façade certes attirante, mais néfaste en tout point pour ceux qui le composent. Je vous prouverai ensuite que non, l'amour à deux n'est pas synonyme de poussiéreux. Le ménage à trois, dans sa définition, est donc un arrangement domestique dans lequel trois personnes ayant des relations sexuelles ou vivant une relation amoureuse entre elles habitent dans le même logement. Dans le cas d'un couple déjà établi, l'acceptation d'une tierce personne dans le schéma traditionnel du couple implique nécessairement son intégration à celui-ci, à ses habitudes, à sa routine.
Alors, le mode de vie décrié et rejeté que l'on tente de fuir en étant trois reste l'écrin suranné de la relation. Le ménage à trois consiste bien souvent à entraîner un innocent dans la spirale d'ennui qui a conduit le primo-ménage à son contact. Cette méthode s'inscrit dans un modèle consumériste et déshumanisé. Pour tromper l'ennui, il faut acheter, acquérir. La nouveauté devient alors la seule source de distraction et les partenaires des objets périssables que l'on jette lorsqu'on les a trop vus. Pas à pas, insidieusement, l'enchantement de la nouveauté s'essouffle, questionnant les aventureux amoureux sur leur capacité même à aimer. Éternel insatisfait, incapable de consentement, comment alors être heureux si même la transgression de règles primaires échoue à les faire frissonner? Si le feu du jugement des sociétés, des familles, des amis ne suffit plus à attiser la passion. En revanche, dans le cas d'une volonté simultanée des trois intéressés, d'un élan mutuel pour s'établir à trois, l'ancrage des codes de couple refont inévitablement surface et s'impose, soit en opposition, soit en accord avec une nouvelle vision. D'amant, l'un d'entre eux devient concurrent. L'un est préféré, l'autre est envié. Les sentiments tant associés à l'amour comme la jalousie, l'appartenance, rabaissent le ménage à trois à une simple addition. Si au contraire l'association fonctionne, les opportunités de déchéance se multiplient alors. Pour exemple, la chanson 4 mots sur un piano interprétée par Jean-Jacques Goldman et Patrick Fiori, où la vie d'un ménage à trois, au début idyllique, se transforme en une déchirure pour chacune des personnes y participant. Au sein de cette union à trois, ils se sont perdus jusqu'à que fatalement chacune des personnes composant ce ménage se retrouve seule, confrontée à son individualité. La volonté d'aimer et le besoin de posséder ont rendu les hommes incapables de partager l'amour d'une femme, menant la relation à sa chute. Ce qui semblait unir le ménage commence alors à le dévorer, comme un ver dans un fruit. Alors, je le décrivais précédemment, les travers envieux, les volontés d'exclusivité consument l'alliance et les personnes qui la composent, découlant sur une violence incommensurable. Dans le film Jules et Jim de François Truffaut, le tragique surpasse la beauté de façade du ménage à trois. En effet, le dénouement passionnel de ce trouble, comme vous l'avez dit, conduit les protagonistes au suicide, pour deux d'entre eux, et cela démontre alors la possibilité réelle que la vie à trois peut représenter. Les autres exemples culturels ne manquent pas. La piscine, Vicky Cristina à Barcelona. L'invité, Range, donc Alain Delon, Scarlett Johansson, Woody Allen et Simone de Beauvoir dans mon camp. On le comprend, la volonté d'être deux surpasse de façon fracassante l'envie d'être trois. Le principe même de triade va à l'encontre de l'équilibre des forces naturelles. D'équilibre et des forces naturelles. Alors elle est peut-être là la morale de l'histoire. Même quand le troisième est facile à vivre, faire le ménage à trois n'est sans doute qu'une étape dans une histoire d'amour, que je qualifierais de préoedipienne. Le couple traditionnel est souvent criblé d'écueils dans l'imaginaire commun. On lui assimile l'ennui, la monotonie, la lassitude. Si, comme démontré auparavant, le ménage à trois n'empêche pas d'y sombrer, c'est également se mépriser que de croire que le couple est l'antichambre de la mort par l'ennui. Être heureux à deux, c'est surtout ne jamais oublier que rien n'est acquis. C'est lutter sans cesse pour concilier les verbes vieillir et aimer. C'est être aussi occupé à trouver de nouvelles façons d'aimer que l'on ne se laisse pas le temps pour le désœuvrement. Aimer quelqu'un est un choix pour lequel le laisser-faire n'est pas une option. On entend parfois « je ne peux pas vivre autrement ». En vérité, bien sûr que si. Aimer est un choix quotidien. On le fait plusieurs fois par jour, chaque jour pour des raisons différentes. On choisit de continuer à aimer après des disputes, après un sentiment de lassitude, ou encore après une rencontre attirante. C'est en soi-même un renouvellement de vœux permanent, envahissant, épuisant. A l'inverse du ménage à trois, qui consisterait à mettre la poussière sous le tapis, je considère ici qu'être à deux, c'est balayer les obstacles du revers de la main. Il me suffit pour rendre la raison à ceux que le mirage du ménage à trois séduisent, d'illustrer mon propos par les titres accordés aux noces. Chaque célébration du mariage a mérité sa propre dénomination. Noces de coton, noces d'or, noces de chêne pour les plus téméraires. Cette reconnaissance de l'engagement et de l'établissement à deux me permet d'éclaircir ma position. Ainsi donc, à la trivialité de la poussière, j'oppose la fraîcheur de la perle. À sa banalité, j'oppose la noblesse de l'ivoire. À sa fadeur, j'oppose l'éclat de l'émeraude. À son insignifiance, j'oppose la rareté du diamant. Albert Camus disait « Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Éviter la poussière en vieillissant avec l'autre est alors une lutte quotidienne et acharnée. Jean Anouilh le décrit mieux que quiconque. On ne s'aime jamais comme dans les histoires, tout nu et pour toujours. S'aimer, c'est une lutte. C'est lutter constamment contre des milliers de forces qui viennent de nous ou des autres. Pour aimer, il faut croire à la réalité de ce qu'on aime. Il faut savoir souffrir, s'oublier, se donner, sans tomber dans le piège des envies faciles et des réactions primitives. Il s'agit d'affronter plutôt que de fuir,
de réparer plutôt que d'acheter. Alors je vous le dis avec passion, pour éviter de prendre cette poussière, vivons avec celle que l'on aime comme si c'était la dernière année, le dernier mois, le dernier jour. En gardant toujours en tête qu'il n'y a pas de pire piège que de vivre en paix pour des amants. Merci. Candide ou l'optimiste? Voici ce qui pourrait caractériser mon contradicteur. L'amour est beau, oui. L'amour à deux, waouh. Malheureusement, la vie n'est pas aussi belle que vous le décrivez. Il y a énormément de facteurs qui font que cet amour à deux, qui devrait être censé balayer tous les risques, tous les problèmes qui arrivent dans la vie, eh bien, n'apparaissent pas. Vous me parlez de société de consommation. Et effectivement, nous sommes dans une société de consommation. Effectivement, nous changeons continuellement de partenaire. Et je pense qu'il est meilleur de commencer un ménage à trois plutôt que de multiplier les infidélités. Car oui, c'est quelque chose qui est choisi en général pour faire fi de tous ces problèmes. Oui, on va aller voir autre part parce qu'on n'a pas envie d'officialiser, de montrer que l'on fait quelque chose de mal. Alors, vous me parlez aussi de ces personnes à deux qui vont, comme vous l'avez dit, chercher à combattre ensemble. Mais non, tout simplement non. N'avez-vous pas remarqué ce nombre de couples incroyables qui sont là, qui sont ensemble, qui sont mariés depuis 40 ans, 50 ans, et qui passent leur journée, qui dans le canapé, qui dans la cuisine, devant la télé, en train de faire des paris sportifs, en train de jouer au tiercé. Ces couples ont arrêté de se battre. Vous pouvez faire le choix, de ne pas vous battre, de ne rien faire. Ou alors vous pouvez aussi faire le choix d'aller plus loin, de voir d'autres possibilités. Alors, je ne dis pas que le ménage à trois est le seul et unique facteur permettant de relancer la vie de couple. Effectivement, on peut se battre autrement, on peut se battre en faisant des projets ensemble. Et on peut se battre en faisant un ménage à trois. Alors, tout simplement, ce ménage à trois, eh bien, c'est quelque chose d'inoubliable. Effectivement, comme vous l'avez dit, de très nombreuses fois, ces ménages à trois vont exploser, à un moment donné ou à un autre. Mais ils resteront ancrés dans l'esprit des protagonistes. Ces moments de ménage à trois resteront dans la vie, malgré la rupture. Et d'ailleurs, les exemples montrent que non, les couples en général ne se cassent pas, ne se brisent pas après la rupture du ménage à trois. La tierce personne s'en va et le couple reste ensemble. C'est l'exemple par exemple de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Voilà, tout ça pour vous dire, mon cher contradicteur, que vous êtes trompé de sujet. Ou que concrètement, vous n'étiez pas allé au fond des choses. Il faut étudier le ménage à trois comme une expérience, comme une nouveauté, une évolution, quelque chose qui n'est pas encore ancré dans les esprits, ancré dans les mœurs. Mais je pense que le ménage à trois évite de prendre la poussière. Merci. Qualifié d'utopiste. Eh bien, je vous en remercie. Si utopiste signifie du coup croire en l'amour et croire que l'on doit se battre pour elle, alors je le suis, et avec amour. Vous parlez de ces couples qui sont devenus poussiéreux parce que l'un allait au tiercé, l'autre regardait la télé, l'autre faisait le ménage. Et c'est parce qu'ils se sont arrêtés de se battre et de croire que l'amour à deux pouvait exister et que combattre la poussière ensemble, c'est l'éviter, jusqu'au bout. Il faut de la concentration, je vous en demande, pour comprendre les raisons du cœur, autant les raisons du cœur que la phrase suivante. Je dirais qu'il faut se plier en quatre pour éviter le piège du ménage à trois et ainsi vivre à deux pour ne faire plus qu'un. Vous m'avez donné un exemple d'un couple à trois qui avait, enfin, d'un ménage à trois qui avait su fonctionner, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Mais Simone de Beauvoir a écrit un livre, L'invité, vous m'en avez parlé. L'invité, ça s'inspire de cette relation à trois qu'elle a vécue pendant quelques temps avec Jean-Paul Sartre, avec cette Olga Kozakiewicz. Dans le roman, les deux femmes finissent par se poser en rivales et s'affronter tragiquement. Là encore, même si ça a bien fonctionné, ils sont restés ensemble jusqu'au bout, il y a un déséquilibre qui s'est créé entre les trois membres de ce groupe.
Si vous considérez, comme je l'ai dit, que la troisième personne est une simple personne qui s'en va ensuite comme un vulgaire jouet que l'on n'utilise plus, ce n'est pas un équilibre d'un ménage à trois. Ça n'évite en rien de prendre la poussière, ça fait mal en plus à la personne qui reste seule, dépourvue des autres. Vous avez dit que les couples à trois fonctionnaient, et j'ai remarqué que vous n'avez pas répondu sur Jules et Jim, où ça amène au suicide de 2 protagonistes. Vous méprenez certainement, et je finirai du coup que vous avez dit que le risque d'un couple à deux, c'était le risque était que les deux s'enlacent. Et bien moi, je préfère enlacer l'amour plutôt que m'enlacer. Je vais commencer par poser une question à M. Bernier, si ça ne pose pas de problème. Vous avez parlé de la charge mentale. Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez du partage des tâches domestiques dans un ménage à trois. Alors, en fait, sur ce sujet, la multiplicité des possibilités implique l'impossibilité d'énoncer toutes les interrogations amenées par ce sujet et m'oblige à faire fi de tout ce qui pourrait nous amener à nous questionner des étés entiers, le féminisme en quelque sorte, de peur de n'avoir à y passer la journée. Parce que concrètement, c'est un sujet, une question en tout cas, qui porte un débat qui est incroyable et qui est pour l'instant inconcevable. Concrètement, effectivement, le partage des tâches n'est pas égal. Il y a, les femmes passent en moyenne plus de 3 heures à faire des tâches ménagères dans le ménage, et les hommes, eux, n'en passent que 2 heures. Alors il y a eu une évolution sur les 15 dernières années de 7 minutes pour l'homme, si je ne m'abuse, dans les chiffres à peu près, et alors que la femme, elle, a reculé de 15 minutes justement. Voilà, le partage des tâches, non, n'est pas encore égal, mais on peut avoir l'espoir qu'il évolue. On peut avoir l'espoir avec les nouvelles générations. Malheureusement, les générations, en tout cas de mes parents, ont été éduquées par mes grands-parents, qui eux-mêmes, en fait, avaient été éduqués par leurs par mes arrière-grands-parents. Je peux continuer des heures durant. Et qui, en fait, étaient restés sur des traditions comme je l'ai dit tout à l'heure, de chef de famille. C'est en 1970 que le principe de chef de famille, le statut de chef de famille a été retiré. Je ne suis pas juriste, donc pas les termes exacts. Mais en 70, nos parents étaient nés. Et ils sont encore sous ce joug du chef de famille. Alors que nous, notre génération, commence à voir au-delà de ça, et il y a un partage qui se fait de plus en plus. Voilà. Et en fait, d'ailleurs, les chiffres n'ont pas encore été sortis. Les chiffres n'ont pas encore été dévoilés par rapport aux nouvelles générations, aux nouveaux couples de jeunes de 20 ans qui ont emménagé ensemble. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore les informations par rapport à un partage des tâches qui serait meilleur. Voilà. Je précise que je ne suis pas juriste non plus, je suis économiste. Et donc, en règle générale, on commence toutes nos réponses par « ça dépend ». Et donc là, en l'occurrence, c'est vrai que ça dépend du nombre de femmes dans le trouble, finalement. Le partage des tâches, peut-être un petit peu aussi. Et donc, je vais poser une autre question à M. Vergezonta. Vous défendez le couple traditionnel, le ménage à deux plutôt que le ménage à trois. Pensez-vous que cette position puisse être défendue par le trouble peut-être le plus connu de la littérature jeunesse, à savoir Riri, Fifi et Loulou? Alors, je n'ai pas assez lu, je crois que c'est le magazine de Picsou, c'est ça? Picsou Magazine? Je n'ai pas assez lu Picsou Magazine, je préfère Femme Actuelle. Et donc, malheureusement, en lisant Femme Actuelle, je ne peux pas répondre sur Fifi et Loulou, là. Mais simplement, ce sont des frères et sœurs, je pense. Oui, ce sont des frères et sœurs. Oui, tous des garçons, d'ailleurs. Et qu'ils n'évitent en rien de prendre la poussière, parce qu'on peut les assimiler à une sorte de colocation étudiante. Dans une colocation étudiante, on ne condamne en rien la poussière. On se bat tous les jours pour dire « Oh, je ne ferai pas la vaisselle, ça sera l'autre. » Tous les jours, sans interruption. Et finalement, on arrive avec un amas de vaisselle. Quand on arrive chez la personne qui a une colocation avec 2 autres personnes, on se rend compte que ça ressemble plus à Bagdad qu'un appartement. Là. Tout simplement.
Oui, alors je vais avoir une question différente pour chacun. Je vais commencer par M. Berny. Vous avez parlé de nouveautés, de nouvelles notions, polyfidélité, le trouble. Moi, je me pose une question. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec le soutien de votre thèse, le sujet Rhetorica 2028 soit le quadruple évite-t-il de prendre la poussière? Tant mieux si ce sera le cas. Ça permettra de voir de nouvelles choses encore. Et je suis très curieux. Moi, j'adore découvrir de nouvelles choses. Et pourquoi pas, si vous me le proposez, bien entendu, on pourra. Une question pour vous, Monsieur Vergès. Vous avez repris à votre compte une citation disant qu'aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Mais ne pensez-vous pas qu'on vieillit plus vite à deux? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Croire qu'on vieillit plus vite à deux, c'est se méprendre parce que à deux, si on recherche continuellement, et ça demande un effort épuisant, je l'ai dit, tous les jours, on se doit de se réinventer. On doit réaimer la personne tous les jours, d'une façon différente, et se réinventer tous les jours. C'est une émulation à deux sur l'innovation, pour l'économiste. Alors, je ne sais plus lequel des deux a parlé de la charge mentale tout à l'heure, et Morgane en a reparlé. Alors la question que je me pose, c'est, dans un trouble, est-ce que la charge mentale de la personne qui est en charge de la charge mentale n'augmente-t-elle pas? Alors, justement, tout va dépendre de la façon dont est fait le trouble, dont est fait ce ménage à trois. Parce qu'il y a plein de possibilités différentes. Il y a homme-homme-homme, femme-femme-femme, femme-homme-homme, femme-femme-femme. Voilà, on a plusieurs possibilités. Du coup, ça va dépendre. Ça va dépendre énormément. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on est dans une évolution aussi chez les jeunes. Parce que il faut voir des statistiques qui ne sont pas encore dévoilées, vu que c'est un concept qui est non pas nouveau, mais qui est vraiment remis au jour maintenant. Est-ce que effectivement, dans un trouble maintenant, eh bien, on aura une charge mentale qui sera plus partagée? Est-ce que déjà dans un couple, est-ce que la charge mentale ne serait déjà pas plus partagée aujourd'hui qu'avant? Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose dans un trouble? Voilà. Alors, deuxième question, je ne sais pas si vous êtes juriste, mais... Je le suis. Voilà. Alors, à l'appui de votre thèse sur les bienfaits du couple et non pas du trouble, ne pensez-vous pas que le divorce d'un trouble risque de poser des problèmes à la bonne marche de la justice? Ah bah, déjà, partager un chien en deux, c'est compliqué, donc trois, c'est encore plus... Simplement. Ça posera des problèmes. Alors, j'ai une question pour monsieur. Voilà. Donc vous avez basé le couple sur l'amour, donc le ménage à deux sur l'amour. Et quand l'amour n'est plus, que fait-on? Tout simplement, quand l'amour n'est plus, alors s'il y a encore possibilité, s'il y a encore un seul espoir, on doit continuer à se battre pour cet amour auquel je crois. Cependant, si l'amour n'existe plus, et dans ce cas-là, le divorce peut avoir lieu, mais aller vers un ménage à trois en espérant que ramener quelqu'un dans son ménage, ça va l'aider, je pense que c'est de se méprendre, parce que cette volonté de soit diviser presque pour rassembler les personnes, c'est pas une bonne solution. Pour moi, je trouve ça plus malsain, et ça peut presque provoquer des... Un peu comme... Je vais prendre un exemple. On a échangé nos mamans. Un peu étrange. Mais voilà. Je me suis toujours demandé si, pas un jour, la maman qui va dans l'autre famille pour s'occuper de la famille, n'allait pas partir avec le nouvel homme. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne s'entendent plus. Donc, tout simplement, là, je pense que, comme le ménage à trois, il y a un risque de... Je n'ai plus le mot, mais je vais dire empilement. Voilà. Des choses. Voilà, tout simplement. Et j'ai une question pour vous. Donc pour le ménage à trois, vous disiez que en fait ce n'est qu'une expérience, puisqu'au bout d'un moment, la troisième personne s'en va. Donc est-ce que c'est pas la démonstration qu'un ménage à trois prend la poussière? Un ménage à trois explose. Alors effectivement, il y a de la poussière qui est créée, mais après toute explosion, après tout problème, eh bien, on nettoie, on lave, enfin, si on est éduqué, bien entendu, mais
Le but va être, dans un ménage à trois, effectivement, après cette explosion, d'avoir toujours la mémoire, le souvenir de ce ménage à trois. Oui, il va mourir comme tout meurt. Tout meurt, les plantes meurent, les bois meurent, les stylos meurent, tout meurt, à un moment ou à un autre. Et effectivement, comme j'ai dit au début de ma plaidoirie, la mort définitive, et là, la mort définitive du trouble, c'est inévitable, indéniable. Donc oui, forcément, il prendra la poussière définitivement à un moment ou à un autre, mais ça évite de le prendre à petit feu. Et d'ailleurs, justement, les troubles avérés qui ne sont plus ont explosé. Ils ne sont pas partis petit à petit dans les méandres de... Non, ils ont explosé. Il y a eu une explosion, une confrontation. Et donc, effectivement, ils vont mourir, ils vont prendre la poussière, mais pas à petit feu. Voilà. Est-ce que la solution, ça ne serait pas un couple avec une femme de ménage? Alors, il arrive que les deux se confondent. Il arrive que les deux se confondent. En général, la femme de ménage devient aussi une partie intégrante du ménage. Je pense que la femme de ménage en question... Non, j'en pense pas grand-chose en fait. Je vais vous donner un exemple. Alors, vous êtes 5, donc on va parler de quintouple du coup. Qu'en diriez-vous, madame? Monsieur. Madame, plus partie prenante de ce quintouple avec cette petite... voilà. Je ne pense pas. Je ne pense pas que la femme de ménage puisse faire partie du trouble. Je vous en prie. Alors, j'avais une dernière question. Vous avez dit que le chiffre 3 était synonyme d'instabilité, mais qu'en est-il des tricycles? C'est toute la différence. Le tricycle est stable pour un enfant, mais quand on grandit, on devient adulte, et dans ce cas-là, si on a un tricycle, c'est qu'on a un problème. Alors, je vais rebondir sur la question de Maître Vincent. Je me rappelais une situation, il y a quelques jours, j'étais chez moi, c'était le jour de ménage, et mon épouse était en train de passer l'aspirateur, notre femme de ménage faisait les carreaux, et moi j'étais assis devant la télévision. J'étais en train de regarder un reportage passionnant sur l'implication des habitants des Hauts-de-France dans la cité phocéenne, des ch'tis à Marseille. Et subitement, mon épouse vient s'installer à ma gauche, la femme de ménage à ma droite, et toutes les deux me regardent en me disant « Ça te dirait le ménage à 3 ?» Je réfléchis quelques secondes et je réponds oui spontanément, et mon épouse me regarde et me dit « Alors tu vas bouger tes fesses du canapé, tu vas venir nettoyer avec nous !» D'où l'existence d'un conflit. J'en arrive à ma question. Le ménage à 3 ne risque-t-il pas d'être un facteur de multiplication des conflits à partir du moment où il ne faut plus combiner les goûts de 2 personnes, mais de 3 personnes? Alors, premièrement, j'aimerais juste me demander ce que vous faisiez en train de regarder un reportage sur ce que l'on appelle les autistes. Alors, concrètement, est-ce que vous pourriez répéter l'histoire? Oui, des multiplications, tout dépend en fait, tout dépend encore, je vais faire mon économiste du coup. Tout dépend du schéma du ménage à 3 en question. Homme, homme, femme, 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 homme, et homme, femme, femme. Voilà. S'il y a 3 hommes, aucun conflit. Une bière, une pizza, un match de foot. S'il y a 3 femmes, beaucoup de conflits. Mais sous-jacent. S'il y a un homme et 2 femmes, un homme et 2 femmes. Très bonne soirée en perspective. Et malheureusement, oui, multiplication des problèmes à la suite de ça. Et s'il y a 2 femmes, 2 hommes et une femme, j'ai mal rien que d'y penser. Alors, une question plus sérieuse, toujours pour vous. Que devient du même coup dans votre thèse la notion de fidélité? Ah! Très bonne question. Alors en fait, la fidélité au sein d'une troupe a évolué dans sa définition. Alors, voilà, du coup, question plus sérieuse, réponse plus sérieuse.
nous sommes revenus en fait à l'origine, à l'étymologie du mot fidélité qui est fidéis, la confiance. Dans un trouble, la confiance est mise en place entre les trois protagonistes. Ils ont confiance entre eux, il y a une fidélité entre les trois et qui évite l'extérieur. La fidélité est toujours la même, mais c'est une forme de confiance. Ce n'est pas parce que tel X du groupe va coucher avec Y du groupe et non pas avec W que la fidélité n'est pas là. Non, il y a une forme de confiance entre eux. Et vraiment, la fidélité dans le trouble est devenue la confiance plutôt que la fidélité telle qu'on l'entend. Voilà. D'accord, je vous remercie. Alors une question pour M. Vergès-Sonta. Votre contradicteur a dit tout à l'heure il y a beaucoup de facteurs qui peuvent balayer l'amour à deux. C'est bien ce que vous avez dit. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon de jeter le discrédit sur une profession? J'ai beaucoup de respect pour les facteurs. Donc, non, ça ne jette pas de discrédit sur la profession. Mais si je peux me permettre, j'aimerais revenir sur ce qu'il vient de dire sur la théorie de la fidélité. Vous êtes professeur de droit pénal. Et parfois, il y a des facteurs donc, extérieurs qui font que les personnes enfin, que les personnes... Bon, je vais nous perdre dans les conjugaisons. Je vais dire à l'échelle. Que certaines personnes agissent d'une certaine manière. Et je pense que dans certains troubles, que les facteurs extérieurs, qui peuvent être l'amour incommensurable d'une personne envers une autre, qui n'est pas forcément très réciproque, ces personnes-là acceptent de vivre avec une troisième personne pour essayer de la garder. Je ne pense pas que ce soit forcément une fidélité qui soit toujours constante entre les trois. Dans la notion de confiance, je pense que cette confiance est des fois soumise par rapport à tout ce qu'il y a autour. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors je vous remercie tous les deux et on va se retirer pour le débat.